Bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans un texte qui ne laisse vraiment pas indifférent. C'est le moins qu'on puisse dire. On va aborder un sujet immense, mais par un angle très, très spécifique. Celui de la logique pure, de la philosophie. Oui, La source qu'on explore aujourd'hui nous lance une sorte de défi intellectuel. Elle nous dit « Mettez de côté vos convictions, vos émotions, juste le temps de suivre un raisonnement. étape par étape. » Exactement. L'objectif de l'auteur est simple. Avant même de débattre de l'avortement, il y a une question à poser. Une seule. La toute première question, Quelle est la nature? Quel est le statut de l'entité qu'on supprime? c'est exactement ça. Et le texte se présente vraiment comme une démonstration presque mathématique. Il s'interdit volontairement tout argument religieux, tout argument politique, Donc notre but aujourd'hui, c'est de suivre cette démonstration. de la décortiquer, de la mettre à l'épreuve, voir si elle est cohérente avec elle-même. Pour cette première partie, on va s'attaquer aux fondations philosophiques qu'il pose et voir comment il critique ensuite la notion de seuil d'humanisation. C'est un exercice de pensée, mais c'est fascinant. Allons-y. Allons-y. Alors, le point de départ du texte, c'est un constat. Il dit que la pensée dominante aujourd'hui fait une distinction très claire. Oui. Entre la vie humaine biologique, d'un côté, Oui, et la personne humaine, au sens moral, juridique, de l'autre. c'est une idée très installée. Un fœtus serait donc biologiquement humain, mais pas encore une personne, avec des droits. C'est ça l'idée, non? C'est ça, une distinction qui vient de loin d'ailleurs. On peut penser à Aristote, l'homme comme animal rationnel, la personne, ce serait la rationalité, la conscience. Sauf que. Sauf que le texte, d'entrée de jeu, il met ça à l'épreuve avec un cas limite. Lequel? Il nous dit, imaginez un être humain, adulte, qui suite à un accident a perdu de manière totale et permanente sa capacité de raisonner. D'accord. Quelqu'un dans un état végétatif, par exemple. Exactement. Et le texte pose la question, est-ce que quelqu'un dans nos sociétés proposerait de lui retirer son statut d'être humain? Non, bien sûr que non. Personne ne dirait, il n'est plus rationnel, donc ce n'est plus une personne, on peut en disposer. Jamais. Le fait qu'on continue à le protéger, eh bien ça suggère que notre reconnaissance de l'humanité ne repose pas en pratique que sur l'exercice actuel de la raison. Il y a autre chose. Il y a autre chose qui fonde cette reconnaissance. C'est là que ça devient vraiment, vraiment intéressant. Pour trouver cette autre chose, l'auteur nous fait descendre d'un niveau. Il pose une question encore plus fondamentale. Une question ontologique? Qu'est-ce qui définit l'essence même d'une chose? Est-ce que c'est ce qu'elle fait, sa fonction? Ou bien ce qu'elle est, sa structure? Et là, il utilise une analogie très simple. La machine à café? La machine à café. C'est une analogie très efficace. La question est simple. Une machine à café, neuve, dans son carton, qui n'a jamais fait une goutte de café, est-ce que c'est déjà une machine à café? Bah oui, évidemment. Mais pourquoi? Parce qu'elle a été conçue pour ça. Toute sa structure, les circuits, la pompe, tout est organisé pour faire du café, même si elle est éteinte. Précisément. Elle possède en elle ce que le texte appelle son principe organisateur. Le plan d'organisation. Voilà. C'est sa structure interne qui définit ce qu'elle est, bien avant qu'elle ne fonctionne. L'être de la machine précède son fonctionnement. D'accord. Et ça, c'est l'argument central. Ce qui définit un être, c'est son programme interne, pas ses performances actuelles. C'est une image forte. Ça déconnecte complètement l'identité de la performance. C'est un sacré renversement de perspective. Complètement. Et il continue avec une autre analogie pour bien enfoncer le clou. La graine chêne. La graine et le chêne. Il dit, une graine de chêne, ce n'est pas potentiellement un chêne. Elle est déjà un chêne. Ontologiquement, comme il dit. Oui, mais à un stade de développement initial. Toute l'information, tout le programme pour devenir un arbre immense est déjà là, actif dans cette petite graine. D'accord, mais alors, si une graine est un chêne, pourquoi voler un sachet de graines, c'est beaucoup moins grave que de raser une forêt? La loi et notre intuition font bien une différence de valeur. Ah, mais il ne l'ignore pas, ce point. Et sa réponse est cruciale. Il dit que la différence n'est pas une différence de nature, Les deux sont des chênes. mais une différence de valeur. Et plus précisément de valeur marchande ou d'utilité. Un arbre est une valeur économique, esthétique, que la graine n'a pas. Pas encore. Et c'est là qu'il fait le lien avec l'humain. C'est là que tout bascule. Il nous rappelle que depuis l'abolition de l'esclavage, c'est devenu moralement inacceptable d'attribuer une valeur contributive à un être humain pour décider de son droit à la vie. On ne dit pas « cette personne est plus utile, donc sa vie a plus de valeur ». C'est un principe fondamental de nos sociétés. Exactement. D'accord. Je vois très bien où le raisonnement nous mène. Si on applique ça au fœtus, le principe organisateur, le programme interne, c'est l'ADN. C'est précisément son argument.
Dès la fécondation, la toute première cellule, le zygote, a un patrimoine génétique complet et unique. Cet ADN, ce n'est pas qu'une liste d'ingrédients, c'est un programme actif. Un logiciel qui se lance. C'est une bonne image. Un principe organisateur qui, dès cet instant, dirige son propre développement. Il n'est pas en puissance de devenir humain. Il est déjà un organisme humain en développement, comme la graine. L'auteur doit insister sur le moment précis de la fécondation alors. Quid des gamètes avant? Le spermatozoïde, l'ovule, ils ont bien de l'ADN humain. Ah, mais le texte est très clair là-dessus. Pour lui, l'argument ne s'applique pas du tout. Un gamète n'a que la moitié du code. D'accord. Et surtout, il n'est pas structuré pour se développer seul. Il n'a pas de principe organisateur interne qui le mène à devenir un individu. Sa finalité, c'est de rencontrer l'autre. La fécondation, pour l'auteur, c'est une discontinuité radicale. Le Big Bang de l'individu. Si on veut, c'est l'apparition d'un nouveau tout organisé. Attendez, je vous arrête une seconde. L'analogie de la machine à café, elle est bien, mais elle a une limite. Un fœtus, il n'est pas dans une boîte. Il est dans le corps d'une autre personne. Totalement dépendant. C'est une situation quand même unique. C'est l'objection majeure, bien sûr. Et le texte l'affronte directement. Et que répond-il? Il dit qu'on confond deux choses. La nature d'un être et les conditions de sa survie. La machine à café reste une machine à café même débranchée. Sa dépendance à l'électricité ne change pas ce qu'elle est. Et pour prendre un exemple plus humain, un nouveau-né, il est totalement dépendant, non? Sans ses parents, il meurt en quelques heures. C'est vrai, la dépendance est absolue. Mais personne ne remet en cause son statut d'être humain pour autant. Donc, la dépendance, conclut l'auteur, ça décrit une relation, une situation, pas l'essence de l'être. Je vois. La logique est assez implacable sur ce point. Donc, une fois qu'il a posé sa propre définition, le texte passe à l'offensive. Il s'attaque à l'idée inverse. Oui, l'idée d'une humanisation progressive. C'est ça, en devenant de plus en plus humain. C'est ça, en franchissant des seuils. Et l'auteur qualifie ça de pseudo-rigueur scientifique. Il va essayer de montrer que tous ces seuils sont en fait arbitraires. Le premier qu'il démolit, c'est la viabilité. La viabilité, c'est la capacité de survivre hors de l'utérus. C'est un seuil qu'on entend souvent. Tout à fait. C'est même un seuil légal dans beaucoup de pays. Mais le texte soulève deux objections qu'il considère fatales. La première, La première, c'est que la viabilité, ce n'est pas un seuil biologique, c'est un seuil technologique. c'est-à-dire, Dans les années 70, la viabilité, c'était vers 28 semaines. Aujourd'hui, avec les couveuses, les progrès, on sauve des prématurés de 22-23 semaines. Le seuil a bougé. ah oui, alors là, c'est un point qui fait vraiment réfléchir. On n'y pense jamais. C'est vertigineux quand on y pense. Ça veut dire qu'un fœtus de 24 semaines à Paris aujourd'hui est considéré comme viable, mais le même fœtus, au même endroit, en 1980, ne l'était pas. Sa mature changerait en fonction de l'équipement de l'hôpital. C'est exactement le paradoxe que l'auteur veut montrer. L'humanité d'un être ne peut pas dépendre de la technologie disponible. Et la deuxième objection? Elle est dans la continuité. Même un bébé né à terme n'est pas viable de façon autonome. Il reste complètement dépendant. Voilà. Donc, si la non-autonomie était le vrai critère, il faudrait l'appliquer aussi aux nourrissons. On voit bien que le critère n'est pas cohérent. D'accord. Donc, exit la viabilité. Le seuil suivant sur sa liste hara, La conscience. Une idée forte, ça. Ce qui nous rendrait humains, c'est la conscience de soi. et pour mesurer ça, on a le fameux test du miroir. Exactement, la capacité à se reconnaître. Et là, l'argument est saisissant. Ah, Il rappelle simplement que les bébés humains ne réussissent ce test qu'entre 12 et 18 mois, parfois même plus tard. c'est vrai ça. Donc, si on appliquait ce critère à la lettre, on devrait conclure qu'un bébé de 6 mois ou même d'1 an n'est pas encore une personne humaine à part entière. Ce qui, une conclusion que personne, absolument personne, n'accepte. On est bien d'accord. L'auteur ne dit pas que la conscience n'est pas importante, il dit que son utilisation comme seuil de définition de l'être est incohérente. On l'utilise quand ça nous arrange, pour le fœtus, et on l'oublie quand ça devient dérangeant, pour le nourrisson. C'est exactement ça, selon lui, une utilisation sélective. Logique. Il reste un troisième grand critère non évaline, l'activité cérébrale. On en parle beaucoup. Oui, l'apparition d'une activité cérébrale organisée. Et là, tout l'argument de l'auteur repose sur ce mot, organisé. Qu'est-ce que ça veut dire, organiser? C'est toute la question. Il soutient que c'est un terme flou, subjectif et donc arbitraire. On peut lui faire dire ce qu'on veut, en gros. En quelque sorte.
Selon la définition d'organisation qu'on choisit, on peut fixer le seuil à 22 semaines ou à 30. Le texte va même jusqu'à dire que si on définit organisé par pleinement mature, alors le seuil serait à 17 ans. Ah oui, d'accord. Le choix du moment n'est donc plus scientifique. Il devient politique, philosophique, mais il se cache derrière un vernis de science. Et pour prouver cet arbitraire, il a un dernier argument, une sorte de preuve géographique. C'est ça, la preuve par l'absurde. Il compare simplement les lois. En France, le seuil pour une IVG, c'est 14 semaines. D'accord. Aux Pays-Bas, 22 semaines. En Angleterre, 24. Et le texte nous dit, prenez un fœtus de 16 semaines. Donc ce fœtus de 16 semaines, en France, sa vie est protégée par la loi d'une certaine façon, Oui, mais s'il traverse de façon imagée la frontière vers les Pays-Bas, son statut change. Il devient une entité qu'on peut légalement supprimer. son statut ontologique change en passant une ligne sur une carte. C'est ça le cœur de l'argument. La biologie ne change pas avec la géographie. C'est sa démonstration finale. Pour lui, cette variabilité prouve que ces seuils ne sont pas des constantes biologiques, mais des compromis sociaux, culturels. Des arbitrages politiques. Et ce qui est arbitré ne peut pas être une vérité biologique universelle. Par définition. Alors, après avoir démonté un par un ces seuils, viabilité, conscience, activité cérébrale, quelle est sa conclusion? Quel est le seul seuil qui, pour lui, tient la route? Il revient à son point de départ, sans surprise. La fécondation. Pourquoi? Il affirme que c'est le seul moment qui est une transformation qualitative, objective, définissable scientifiquement. C'est l'instant où un nouvel organisme, avec son code génétique unique, son programme, commence à exister. Et tout le reste ne serait que du développement. Des étapes quantitatives dans un processus déjà enclenché. Pour conclure cette partie, il a une formule assez frappante. Je vous écoute. Il dit « On connaît des êtres humains vivants qui n'ont ni viabilité autonome ni conscience, Les personnes en coma dépassé, par exemple, mais on n'en connaît aucun qui ne possède pas un ADN humain complet. Cet ADN, dit-il, c'est le seul dénominateur commun, le seul critère universel et non arbitraire. » Bon, si on résume cette première partie, on a un raisonnement en deux temps. D'abord, il construit sa propre définition. L'argument ontologique. L'être est défini par son programme, son ADN, présent dès la fécondation. C'est le premier pilier. Et ensuite, il déconstruit les autres options. Exactement. Il déconstruit les seuils alternatifs. La viabilité technologique, la conscience est incohérente avec le statut du nourrisson, l'activité cérébrale est subjective. Et les lois qui varient sont la preuve finale de cet arbitraire. Voilà le parcours. Et ce parcours nous laisse avec une tension, une question qui est fondamentale. Si on accepte sa logique, même juste pour l'exercice, si on accepte que seule la fécondation est un seuil non arbitraire, comment on explique que nos sociétés, elles, ont besoin de faire l'inverse? De créer des seuils juridiques. Oui, de tracer des frontières, qui varient en le temps et l'espace. Quelle est la nature de cette ligne que la loi dessine, là où la biologie, selon cet auteur, ne voit qu'un continuum? C'est une question qui dépasse la biologie, en effet. Et c'est une question qu'on gardera en tête pour la suite de notre exploration de ce texte.